Deux plongeurs décident d'explorer l'une des grottes les plus dangereuses au monde. Le corps d'un des plongeurs est retrouvé 10 ans plus tard, et il faudra près de 21 ans pour récupérer l'autre, après 3 tentatives infructueuses et une rencontre fortuite. Voici l'histoire de Kent Morpen, Mark Brasher et de la tentative de récupérer leur corps dans le puits de cône de Jacob dans le comté de Hays, au Texas. Le puits de Jacob est une source d'eau douce enregistrée vers 1850. Mesurant 12 pieds de diamètre à la surface du puits, il descend jusqu'à 140 pieds à son point le plus profond enregistré et s'étend sur 4300 pieds jusqu'à son point le plus éloigné connu. L'eau fraîche et claire du puits de Jacob provient de l'aquifère Trinity. La source est en réalité située sous le niveau de la nappe phréatique voisine. Cela signifie que l'eau est poussée vers le haut hors de la source par le poids ostenteux de la nappe phréatique environnante. En 1924, le débit de la source a été mesuré à 22 pieds cubes par seconde. Pour la première fois en l'an 2000, le puits a cessé de couler. Depuis lors, il a cessé de couler à 4 reprises, la plus récente étant en juillet 2022. Cela se produit lorsque le niveau des eaux souterraines baisse et donc il n'y a plus de pression pour permettre à l'eau de remonter vers la source. Le débit plus faible facilite l'entrée des plongeurs dans le système de grotte, car ils n'ont pas à lutter contre un courant. Ce n'est pas un système de grotte sûr à explorer. Bien que la plongée souterraine comporte ses dangers inhérents, les 3 éléments qui rendent le puits de Jacob plus dangereux sont le courant contre lequel le plongeur doit lutter à l'entrée, les passages étroits entre les chambres qui sont souvent en pente descendante et le gravier instable qui peut obstruer ces passages déjà très étroits. L'une de ces restrictions s'appelle le canal de naissance, situé à environ 21 mètres de profondeur. Après avoir descendu une pente de gravier, les plongeurs doivent là passer par une ouverture pouvant mesurer seulement 38 cm selon la quantité de gravier tombé. La pente mène à une chambre plus vaste. Souvent, les plongeurs doivent creuser leur chemin à travers le gravier, puis pousser leur équipement à travers le passage devant eux et dans la chambre. Une fois à travers ce passage étroit, les plongeurs émergent dans la chambre suivante. Au fil des ans, jusqu'à 9 plongeurs sont morts dans le puits de Jacob. D'autres décès non recensés sont possibles. Un permis est désormais requis pour plonger dans les grottes. Le 9 septembre 1979, 2 plongeurs arrivent au puits de Jacob avec l'intention d'explorer le système de grottes. Ils appartiennent à un groupe d'une vingtaine de personnes, mais ces 2 souhaitent entrer dans la grotte avant que le groupe principal ne vienne troubler les sédiments. À 23h30 le soir de leur arrivée, ils vont dans l'eau tandis que les autres montent le camp. Kent Morpen et Mark Brasher sont des plongeurs expérimentés dans la vingtaine. Kent est assistant instructeur. Il plonge depuis ses 12 ans. Ils ne veulent pas seulement plonger dans la grotte, ils veulent aller jusqu'à la dernière chambre répertoriée, qui a une histoire mortelle. Mark et Kent descendent dans la première chambre où la source émerge à la surface. C'est une descente de 9 mètres jusqu'à une plateforme de roche-mère où ils se tournent ensuite pour avancer latéralement vers la chambre suivante. La chambre 2 est une longue chambre en pente. En bas de la chambre 2, un passage étroit mène à la chambre 3, nommée canal de naissance, à environ 23 mètres de profondeur. Après avoir franchi le canal de naissance, vers la chambre 3, Kent et Mark rejoignent d'autres plongeurs, explorant ce que tous considèrent comme la dernière chambre sûre du système. Mark et Kent ont les yeux rivés sur un objectif qu'ils savent avoir déjà coûté la vie à 4 autres plongeurs, la chambre 4. Ils descendent le sol en gravier en pente vers la chambre, 4 à 27 mètres de profondeur. C'est une profondeur où les plongeurs commencent à ressentir la narcose à l'azote. La narcose à l'azote est l'effet neurologique provoqué par la respiration d'azote sous pression. Elle est causée par les molécules d'azote dans votre gaz respiratoire qui sont comprimées sous pression, ce qui restreint ensuite le flux des neurones dans les synapses du cerveau. Les plongeurs ont l'impression de boire des martinis. Plus ils plongent profond, plus ils en ressentent l'effet. Kent retire son équipement de plongée, se retourne et recule dans le tunnel vers la chambre 4. Mark fait de même et suit. Joe Moy se trouve dans la chambre 3 et voit Mark reculer dans le tunnel avec seulement une lampe et sans fil d'Ariane. Il nage vers Mark et lui fait des signaux avec sa lampe pour attirer son attention et remettre en question la pertinence de cette décision. Dans cette vision en tunnel, Mark ne lève même pas les yeux. Il recule simplement dans le tunnel et ni Kent ni Mark ne seront revus. Joe Moy est choqué par ce qu'il vient de voir.
Il attend aussi longtemps que son air le permet, puis laisse une lampe à l'entrée de la 4e chambre, espérant que les 2 plongeurs la verront. Il fait ensuite demi-tour et sort prévenir les autres. Pendant qu'il remonte à la surface, Joe lutte avec ce qu'il vient de voir. Il sait qu'il va à la surface pour organiser une recherche. Au fond de lui, il espère qu'il s'agit d'un sauvetage, mais dans sa tête, il sait que c'est une récupération de corps. Joe arrive à la surface et informe les autres plongeurs de ce qui s'est passé. Un appel est lancé aux forces de l'ordre locales. Paul Battaglia est policier et plongeur spéléologue. Au commissariat, il reçoit l'appel pour organiser un sauvetage. 1 heure après l'appel initial, Paul Battaglia arrive chez Don Dibble. Don Dibble est un ancien plongeur de la marine, expert en plongée souterraine, instructeur de plongée, propriétaire du magasin de plongée local et, avec Paul Battaglia, membre de l'unité bénévole de récupération de corps du comté de Hayes. Don Dibble et Paul Battaglia discutent du déroulement du sauvetage. Ils en parlent comme d'un sauvetage, mais ils savent qu'il s'agit d'une récupération de corps. Le plan pour récupérer un corps ne diffère que très peu d'un sauvetage, alors ils mettent leur plan à exécution. Ils contactent d'autres membres de l'unité, vont au magasin de plongée de Dibble pour le matériel, puis se dirigent vers le puits de Jacob à 15 minutes de là. Lorsqu'ils arrivent, il fait encore nuit. Le groupe de Pasadena est déjà dans l'eau à la recherche des 2 plongeurs disparus. Ils rapportent à Dibble qu'ils n'ont pas pu retrouver Kent et Mark et qu'ils ont fouillé tout le réseau de grottes. Ils sont certains que les 2 plongeurs sont ensevelis dans la chambre 4, car l'un des plongeurs pense avoir vu du matériel enseveli sous un éboulement de gravier dans le passage menant à la chambre 4. Ce plongeur, dont le nom n'apparaît dans aucun rapport consulté, aurait fait 2 plongées de 90 minutes aperçu les corps, puis rentré se reposer chez lui où il a développé un accident de décompression nécessitant un traitement en caisson de recompression. Cela montre l'un des principaux problèmes d'un sauvetage. Lorsque les plongeurs rencontrent des problèmes, c'est généralement parce qu'ils repoussent eux-mêmes les limites de sécurité dans un environnement extrême. Les sauveteurs se voient alors contraints de repousser encore plus loin leurs propres limites. Et pour aggraver les choses, ils peuvent ressentir la pression du temps qui passe, ce qui conduit généralement à de mauvais jugements. Les tables de planification de plongée sont utilisées pour déterminer combien de temps un plongeur peut rester à une certaine profondeur, puis combien de temps il doit rester hors de l'eau entre les plongées. Vous pouvez rester à 140 pieds pendant seulement 8 minutes avant que la plongée ne devienne une plongée de décompression où vous devez effectuer des paliers de sécurité lors de votre remontée. Vous devez ensuite rester hors de l'eau pendant au moins 1 heure et demie avant de pouvoir redescendre pour une autre plongée de 8 minutes. Donc ce plongeur a effectué 2 plongées de décompression sans intervalle entre elles afin d'essayer de sauver des vies et, ce faisant, il a contracté un accident de décompression. Il fait encore sombre et la première pensée de Don est d'attendre le lever du jour. Selon son expérience de récupération, les personnes acceptent généralement d'attendre le lever du soleil. Il appelle les corps sans vie des personnes X afin de se détacher de la réalité de devoir gérer des gens qui ne sont plus en vie. Il a développé ce mécanisme d'adaptation en récupérant des corps au fil des ans. Mais il fait aussi sombre à l'intérieur de la grotte que la nuit, alors il envoie 2 plongeurs dans l'eau pour évaluer la situation. Ils remontent et préviennent Don que la récupération sera difficile. Ils ne voient pas les corps, mais ils supposent qu'ils sont enterrés sous du gravier dans le passage en pente menant à la chambre 4. Ils sont assez troublés à l'idée d'essayer de sortir les corps alors qu'ils voient qu'autant immense vaut que davantage de gravier pourrait facilement glisser sur la pente et ensevelir tout sauveteur, creusant dans le passage étroit. À 10h, Don envoie 2 plongeurs qui retirent pierres et graviers à l'entrée de la chambre 4. Ils veulent creuser un passage vers la chambre suivante, mais chaque pierre retirée est aussitôt remplacée par du gravier. Don décide d'y aller lui-même pour évaluer la situation. Lui et un garde-chasse prennent quelques bouteilles de relais supplémentaires qu'ils laissent à 8 mètres et à 23 mètres pour leur trajet de retour. Don atteint l'entrée de la chambre à 43 mètres de profondeur. Le passage se rétrécit entre le plafond et le gravier. Il se faufile discrètement pour tenter d'apercevoir le fond du passage. Il s'enfonce jusqu'aux épaules lorsque le gravier glisse derrière lui, l'emprisonnant de la même manière que les 2 plongeurs dont il recherche les corps. La respiration de Don s'accélère et son cœur s'emballe. Il sait instantanément qu'il est en difficulté, mais d'une manière calme qui ne vient qu'avec l'expérience, il essaie de se libérer.
D'abord, il essaye de bouger ses mains, mais elles sont coincées fermement. Il ne peut même pas tirer sur la ligne du moulinet. Ensuite, il remue son corps. Plus de gravier glisse autour de lui. Même si sa tête lui dit de rester calme, il commence à paniquer. Il commence à se débattre et à se tordre pour se libérer. Il inspire profondément et avale difficilement, puis en à sa surprise et à son soulagement, le gravier le relâche. Le gravier glisse sous lui et il parvient à ressortir par le passage. Mais il a tellement avalé et recraché d'air que ses bouteilles sont vides. Son camarade, un peu sonné, met le détendeur de secours à Don et le ramène vers la surface à travers les chambres. De l'autre côté du canal de naissance, il y a une bouteille de rechange. Don doit y arriver rapidement, mais l'air qu'il a avalé est maintenant en train de se dilater dans son estomac. L'air est comprimé sous la pression de l'eau et une bulle se dilate en remontant. Donc la petite quantité d'air que Don a avalé est maintenant en train de se dilater. Depuis 140 pieds jusqu'à la surface, l'air va se dilater jusqu'à 5 fois son volume au moment où il l'a avalé. L'estomac de Don est si dilaté qu'il semble enceinte. Il est conduit en chambre de recompression. Le traitement ne fait rien pour soulager sa douleur. Don est transféré dans un autre hôpital où une radiographie révèle une perforation de l'estomac et la présence d'air dans la cavité. Son médecin compare l'opération à couper dans un ballon de basket qui se dégonfle aussitôt. La facture d'hôpital de Don l'a laissé avec une dette de $8000 parce que son assurance avait expiré. Dans les semaines qui ont suivi, la communauté de plongeurs s'est mobilisée pour récolter des fonds afin d'aider Don. De retour à Jacobswell, les opérations de récupération ont avancé avec un nouveau leader des plongeurs. Don Broad a une histoire avec Jacobswell. Après avoir vu des plongeurs en difficulté, Don Broad a négocié avec le propriétaire pour gérer le site. Don Broad a commencé à facturer un droit d'entrée qu'il utilisait pour couvrir les coûts liés à la régulation de l'accès au puits. Ce processus lui permettait de vérifier que les plongeurs étaient suffisamment formés et expérimentés pour évoluer dans un tel environnement. Mais les autres centres de plongée et instructeurs n'aimaient pas payer un droit d'entrée pour un site auquel ils avaient auparavant accès gratuitement. Les plaintes se sont accumulées auprès du propriétaire du terrain qui a alors laissé le contrat expirer et Broad n'a plus eu la possibilité de réglementer les normes de sécurité au puits. Maintenant, Broad revient pour aider à récupérer les corps de 2 plongeurs, sachant que cela aurait pu être évité s'il avait encore été aux commandes. Il met sa frustration de côté afin de pouvoir aider à récupérer les corps de ces 2 jeunes hommes. Broad inspecte le site qu'il connaît bien. Il prévoit d'enlever le gravier en le mettant dans des sacs en filet flottants grâce à des sacs de levage. Ils commenceront en haut de la pente et descendront progressivement en s'assurant qu'il n'y ait plus de gravier en amont qui pourrait glisser et remplacer celui qu'ils retirent tant du passage. Il informe les familles et autorités que l'excavation du site prendra plusieurs semaines, voire des mois. Les parents de Kent et Mark prévenus arrivant au puits. Le père de Kent est submergé par le soutien de la communauté de plongeurs qui se mobilise pour tenter de retrouver le corps de son fils. Une banque locale crée un fonds et la communauté commence à donner pour soutenir la logistique de la récupération de Kent et Mark. Les familles et les autorités ont maintenant la lourde tâche de choisir qui a le meilleur plan pour récupérer leurs proches. 2 plongeurs sont morts et portés disparus. Un plongeur de loisirs a déjà eu un accident de décompression. Un autre plongeur professionnel de recherche et de sauvetage a eu une rupture de l'estomac. Et un autre expert en spéléologie a un plan ambitieux pour excaver le site à la main sur plusieurs mois. Accablés de chagrin et peut-être désespérés de récupérer les corps de leurs proches le plus rapidement possible, tout comme les autorités qui veulent une solution rapide, ils cherchent une option alternative. Ils trouvent cela auprès d'une entreprise de plongée commerciale, la société Schaefer Diving Company de Freeport. Le propriétaire Louis Schaefer annonce aux journalistes « Oui, nous allons les sortir ». Il fait venir une chambre de recompression, plusieurs compresseurs et du matériel de pompage de gravier. Le coût de l'opération commence à $5000 pour amener le matériel et s'élève à $2500 par jour. Louis pense que cela prendra 2 ou 3 jours. Avec son équipe, il installe le matériel et pompe la terre et le gravier du passage. Les plongeurs professionnels utilisent un système d'alimentation en air de surface, ce qui signifie qu'ils ont un ombilical qui fournit de l'air depuis des compresseurs à la surface et une communication bidirectionnelle. Les grosses pierres sont
placés dans des sacs en toile de jute et tirés au fond de serrés à l'aide de cordes guidées par des plongeurs bénévoles, tandis que le gravier est évacué à l'aide d'un long tuyau qui l'aspire comme un grand aspirateur. Plusieurs jours durant, la routine d'aspiration du sable et gravier continue. À plusieurs reprises, les plongeurs professionnels descendent le matin pour constater que davantage de gravier s'est déposé dans le passage qu'ils avaient dégagé les jours précédents. Presque une semaine après le début de l'opération, l'un des plongeurs est coincé dans un éboulement de gravier, mais ses collègues Parazestioka parviennent à le dégager rapidement, bien que cela perturbe les plongeurs. Après quelques jours de creusement, ils réussissent à insérer une caméra plus loin dans le passage. Un groupe de personnes examine l'enregistrement et pense distinguer un réservoir en métal, mais ce n'est pas assez clair pour en être certain. Le lendemain, ils continuent à creuser jusqu'à ce que l'un des plongeurs parvienne à se faufiler presque entièrement à travers. Il rapporte qu'il peut voir une partie de la chambre, mais qu'il ne peut pas aller assez loin pour voir toute la chambre. Il y a 2 gros rochers et plusieurs tonnes de gravier qui devront être enlevés. Après cela, le bras droit de Lewis Schaefer, Bill Wright, qui est un responsable du site de plongée, donne une conférence de presse pour annoncer qu'ils sont à court d'argent. Ils ne plongent pas gratuitement, quelqu'un doit payer. Bill et ses hommes se réfugient dans une chambre d'hôtel et attendront plusieurs jours jusqu'à ce que le sénateur de Pasadena accepte de payer les factures de la société, puis Lewis Schaefer annonce qu'il offrira désormais le temps de la société. Les plongeurs retournent sur le site après plusieurs jours de manœuvres politiques pour découvrir que tout le passage est à nouveau englouti sous le gravier. Une deuxième société de plongée est appelée pour donner son avis et tous arrivent à la même conclusion. Il n'y a tout simplement aucun moyen d'excaver en toute sécurité et de manière économique tout le gravier à l'intérieur du puits de Jacob d'une façon qui leur permettrait d'entrer dans la chambre 4 pour rechercher les corps de Kent et Mark. Le père de Kent est reconnaissant que tant de personnes aient osé risquer leur vie pour aider à retrouver le corps de son fils, mais il craint aussi que d'autres personnes puissent être blessées ou même mourir si elles continuent à s'aventurer plus loin dans la chambre 4. 12 jours après la disparition des 2 plongeurs, les recherches cessent. Dandibble se remet de son estomac perforé et retourne plonger à Jacob's Well avec un groupe d'amis. Ils commencent à sceller une grille en place afin d'empêcher tout plongeur d'aller plus loin que le canal de naissance. Quelques mois plus tard, Dandibble revient et découvre que sa grille a été retirée, remplacée par un mot « Vous ne pouvez pas nous empêcher d'entrer ». 21 ans après l'entrée de Kent Morpen dans le puits de Jacob, ces restes ont été découverts par hasard par des géologues cartographiant les grottes. Ses parents l'ont appris lorsqu'un journaliste les a appelés pour obtenir un commentaire.